Il est avocat, il est professeur, il est auteur en droit constitutionnel, mais il est surtout l'artiste des mots. Il est éditorialiste ici. Je vous le présente, Frédéric Bérard. Comment vas-tu, Frédéric? Oh, t'es fin, l'artiste des mots, j'aime beaucoup, beaucoup. Pas Je suis pas sûr l'artiste, d'être- pas l'artiste, là. L'artiste. Ah, j'avais compris l'artiste avec 4 S. Pas l'artiste en prison des Farfadans, là. Mais non, pas lui, ok, là. ok, Pas ok, ben lui. écoute, ça devient mêlant aujourd'hui, hein, on sait plus trop. Hein. T'as passé, Hey, t'as donc, passé un agréable week-end, mon Frédéric? écoute, oui, un petit peu de travail, mais rien de trop important. Puis toi, j'ai pu comprendre que tu es allé assister au début d'Ève Gascon. Oui, j'ai été voir ça. Je l'avais vu au match préparatoire des Olympiques là, Hein? avant la saison et j'ai été voir le match de samedi. Vraiment, quel accueil des partisans, quel phénomène, honnêtement, sérieusement. T'es pas passé tout près de la victoire, non? 5-4, si je me trompe pas, en prolongation? Oui, ça, je vais reparler de ça dans une demi-heure avec elle et avec son coach. Wow. Ouais. Wow. On Bon, va évaluer la bravo. performance. Tu sais, mais sérieusement, c'est une jeune femme géniale. Eh ben, coudonc. Est-ce que tu penses qu'elle va rester avec l'équipe un petit bout de temps encore? Non. Non, hein? Non. L'année Non. prochaine. Il y a une blessure importante au gardien de but numéro 1. Alors, OK. quand Rémi Poirier va revenir, c'est clair que Ève ne sera pas là. Je ne sais pas combien de temps on va la garder non plus. C'est une bonne question qu'on va poser à l'entraîneur ce matin. Bon, ben super, j'écouterai ça. Puis sinon, chapeau pour l'exploit parce que c'en est un très clairement. Oui, tout à fait. Tu veux nous parler ce matin d'une histoire quand même touchante, un témoignage d'une immigrante moldave qui est important de raconter. Oui, puis juste une mise en contexte. Hein, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de te parler de ça, Michel, ce matin? C'est que les chiffres de l'ONU sont sortis. Tu sais que l'Ukraine est un pays de 40 millions d'habitants, ni plus ni moins. Mhm. Au moment où on se parle, toi et moi, il y en a déjà 10 millions, c'est-à-dire le quart. Donc, calculons ici au Québec, là, c'est comme si on avait plus de 2 millions de personnes qui avaient déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février. Tu fais le calcul, ça fait même pas un mois. Et en plus de ça, il y en a un autre 2 millions, si je ne fais pas erreur, en Oui. tout cas, quelques millions supplémentaires de gens qui ont dû quitter leur maison et qui se sont enfuis ailleurs au pays. Et là-dedans, et ça, moi, c'est un aspect qui me touche profondément, puis je suis certain que toi aussi, il y a une portion importante, pour pas dire inquiétante, d'enfants qui traversent les rangs de l'Ukraine, qui s'en vont se réfugier en Pologne, qui s'en vont se réfugier en Moldavie. Ce sont des pays qui sont limitrophes, là, qui Puis sont je à disais côté. qu'il y a plein d'orphelins actuellement, Frédéric. C'est incroyable. Puis l'ONU nous met en garde, pas comme si on pouvait nécessairement faire quelque chose, toi et moi, en fait, peut-être pas directement, mais peut-être indirectement, sur le fait que justement, ces orphelins-là étaient susceptibles de toutes sortes de. On va pas en rajouter une couche, mais c'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est l'ONU, puis on est aussi bien de le savoir que de ne pas le savoir. Des trucs de trafic humain, parce qu'il y a des gens, disons, très mal intentionnés qui profitent de ces catastrophes humaines-là. En d'autres termes, la guerre, c'est beaucoup plus qu'une partie de risque. C'est beaucoup plus que la stratégie qu'on peut analyser à distance. C'est avant tout, surtout, des drames humains. Et il y en a plusieurs qui posaient la question, mais en fait, c'est beau la solidarité envers le peuple ukrainien. Là, je trouve ça vraiment formidable. On ne l'a pas vu tout le temps, notamment avec les Syriens, hein, il y a une couple d'années, qu'il y a eu 350 000 morts en Syrie, qui se sont fait bombarder eux aussi par la Russie de manière pas similaire, mais quand même. Or, malgré cette solidarité-là, il y en a qui posent la question, mais de bonne foi, cela dit, pas de manière, pas avec des réflexes xénophobes ou racistes, mais de bonne foi. Est-ce qu'on est capable de les accueillir ici, par exemple, au Québec? Est-ce qu'on a les infrastructures suffisantes en matière de logement? Parce qu'on sait qu'il y a une crise de logement qui est importante au moment où on se parle, toi et moi. Ces gens-là parlent pas français, contrairement, par exemple, à d'autres réfugiés. Comment on se débrouille avec ça? Ben, moi, je te dirais que, premièrement, on a l'obligation morale. Hein, on a une espèce de comment je te dirais ça, d'obligation
qui dépasse le droit. On a à faire ce qu'il y a à faire là-dessus. C'est une solidarité planétaire. Ben oui. C'est le même qu'il faut voir ça. Je suis d'accord avec le chef du Bloc québécois et François Blanchet. Trudeau disait oui, mais là, il faut attendre un peu, il faut qu'ils remplissent tel papier, puis ceci, puis ça. Puis là, Blanchet dit, mais non, on les fait venir, let's go. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Blanchet. Un réfugié, Michel, par définition, là, ça se réfugie. Puis quand tu te réfugies dans la vie, habituellement, t'as pas vraiment le choix. T'es comme pris, là. T'es réfugié, tu cours, tu te sauves. Là, tu as le choix de te sauver puis recevoir une bombe sur la tête. Mais en même temps, je comprends que c'est loin en sécurité le Canada. Tu sais, il y a ça aussi, là. Ça, c'est effectivement, mais là, on est dans une crise, on s'entend, qui ne peut pas être plus majeure que ça. On est dans un état d'urgence, je veux dire, au nec plus ultra. Donc, on peut-tu les accueillir? Puis après ça, on remplira le formulaire B236 alinéa 4 in fine, me semble. Oui. On commencera avec ça, puis après ça, on verra pour les tracasseries administratives. Alors, la petite histoire que je vais te raconter, puis tu vas voir, elle est brève, mais c'est juste pour moi, j'aime bien me la raconter maintenant que je la sais, parce que je trouve que ça ajoute beaucoup. C'est une petite famille de Moldaves, en fait, une jeune fille de 9 ans avec sa mère qui vivait en Moldavie. Sa mère, Michel, elle est neurologue. Quand tu as des troubles de cerveau, là, c'est elle qui s'en va te tripoter le cerveau. Ouais. On s'entend, là? Ouais. Ça prend un pas pire IQ pour aller jouer là-dedans. Ben, c'est la mère monoparentale et sa fille ont quitté la Moldavie, qui est un minuscule pays de 1, quelques millions, qui est tout juste à côté d'ailleurs sur l'Ukraine. Qui pourrait être la prochaine cible de la Russie après l'Ukraine en passant? Possiblement, malheureusement. Parce que j'ai su avec eux il y a peut-être une semaine. Et très clairement, ils prennent des nouvelles là-bas parce qu'ils se doutent très bien qu'ils sont justement une cible potentielle. Or, ils sont débarqués ici pour fuir le régime soviétique à l'époque, ou plutôt les espèces de, comment je te dirais, quand tout ça a fini par s'effondrer, il y a eu des séquelles assez importantes. Imagine-toi, tu es neurologue dans ton pays. La dame a acheté 2 manteaux d'hiver parce que ça fait dire qu'au Canada, il faisait moins 40 à temps plein. 2 gros manteaux là, qu'on doit mettre 2 fois par année ici. Ils sont débarqués. La petite fille ne parlait pas un mot français. 0 in barre. T'es arrivé à l'école, à 9 ans, c'est quoi, c'est 3e année? Ça fait combien de temps de ça, Frédéric, là? Ça fait, je te dirais, une vingtaine d'années à peu près. Okay. Et la jeune fille est débarquée ici, donc à l'école, 3e année, ou peu importe, dans ce coin-là, parle pas un mot français, comprend rien. Hey, là, ça ne doit pas être facile, hein? Ils pensent ça. Elles sont débarquées en plein hiver avec un gros manteau, avec rien ou à peu près. Pas d'amis, pas de référence familiale dans leur cas, parce que des Moldaves, il n'y en a pas des tonnes. Et pouf, elle débarque dans ses classes. Et là, elle essaie d'apprendre. Les premiers jours, c'est une catastrophe. Les premières semaines, ça se place un peu. Cette fille-là, Michel, là, crois-le ou pas, là, quelques années plus tard, rendue au secondaire, c'était elle qui était en charge des enfants en difficulté en français. Elle était tutrice pour enseigner à nos Québécois. Voyons donc. Je te dis, pour corriger leur français, pour leur donner un coup de main, elle faisait du bénévolat, était en charge des, exactement, là, une tutrice, comme on appelle, des trucs après l'école, puis des affaires du genre. Et cette fille-là, je te dis, parce que moi, je passe ma vie à écrire des trucs, quand j'ai besoin d'une vraie correctrice, là, c'est à elle que j'envoie ça. J'ai mon voyage. Je te dis. Puis sa mère, hommage à sa mère, écoute ça, c'est fort, là. Sa mère, neurologue, qui est débarquée ici, évidemment, on ne reconnaît pas les diplômes. Collège des médecins aidants, parfois, c'est difficile. Là, dis-moi pas qu'elle n'est plus médecin. Tu sais, elle a commencé à quel niveau? Non. Elle a commencé, et je le dis avec aucun mépris, mais vraiment, même avec tout mon respect, là, elle a commencé au niveau d'infirmière auxiliaire.
parce que notre système de santé la considérait même pas suffisamment solide et expérimentée et compétente avec tous ses diplômes pour être infirmière. Donc, elle a commencé, et je répète, je le dis en tout respect, au bas de l'échelle. Elle a commencé à suivre des cours du soir à l'université pendant X années. Puis là, tu as une petite fille là, sur les bras. Tu n'as pas une scène. Il vivait dans un 3,5. Et tout récemment, elle a réussi à obtenir son diplôme universitaire. Elle est donc devenue infirmière. Alors qu'à la base, cette dame-là a tous ses diplômes de neurologue. Là. T'imagines-tu? Et finir la petite histoire, il vivait dans un 3,5. Oups, ça fait leur famille proche, la sœur de la mère, si je ne me trompe pas, qui débarque ici avec ses deux petites filles, plus jeunes encore. C'est la fille dont je te parle qui les garde. Tout ce monde-là entassé dans un 3,5. Alors, il y a une de ces deux petites filles-là, Michel, qui, cette année, va graduer en médecine dentaire, va devenir dentiste, si j'ai bien compris, dans les prochains mois ou à peu près. Ça pour te dire quoi? Pour te dire que parfois on part avec... C'est normal, on a un peu nos... Même de bonne foi, des préjugés. Ah ouais, est-ce qu'ils vont s'intégrer? Est-ce qu'ils vont apprendre la langue? Est-ce qu'ils vont se débrouiller, économiquement parlant? Puis ces gens-là qui ont ces réflexes-là, c'est pas des racistes, là, c'est des réflexes qui sont légitimes, qui sont normaux, qui valent la peine d'être posés, d'être posés à quelque part. Mais tu vois, des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. Puis ça, c'est malgré le fait qu'on les aide pas nécessairement tout le temps. Le Collège des médecins s'est donné un petit coup de main des fois. Bien, peut-être que cette dame-là serait rentrée comme neurologue. Peut-être qu'on avait besoin d'elle comme neurologue. Puis peut-être qu'on aurait facilité leur existence et notre existence aussi. Pense à tous ces ingénieurs dans leur pays, au Maghreb notamment, qui débarquent ici et on ne leur reconnaît pas leurs compétences d'ingénieur. Ah, c'est drôle, mais 2 plus 2, ça fait 4 en Algérie, puis ça fait 4 au Québec aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait tout le monde gagner au lieu de faire en sorte que ces gens-là travaillent dans le domaine du taxi, puis encore là, je le dis avec respect, ou travaillent dans le domaine ménager? Moi, celui là, qui fait le ménage chez moi, là, c'est Mohamed. Ben Mohamed, là, je pense qu'il est ingénieur dans son pays. Il ne veut pas trop me dire le détail, là, mais il est surdiplômé, en tout cas, pour ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on pourrait se donner un petit coup de main, puis leur donner un petit coup de main? Je pense que au final, il y a un devoir d'humanité. Puis ça, les Québécois, je pense qu'on est généreux là-dessus. Pour la grande majorité, on est ouvert. Mais si on laissait tomber les technicalités, peut-être que ça irait mieux. Surtout que ces gens-là, au final, quand on y pense, ils choisissent le Québec, ils veulent venir vivre ici. Ils épousent la culture québécoise à court, moyen ou long terme. Mais ils sont là, sont avec nous, puis ils font partie de nous. Très bien dit. As-tu une petite citation pour quitter ce matin, Frédéric? Je te fais ça vite, mais c'est pas une tant de citation. Je me suis dit que après les nuits de la poésie, ça pourrait être les matins de la poésie avec Michel Langevin. Pourquoi pas? Tu connais Gérald Godin, le grand poète, qui a été ministre de l'Immigration dans le gouvernement de René Lévesque. Lui, c'en est un qui me manque pas à peu près, qui nous manque. Et petit poème de rien du tout, c'est un hommage aux immigrants que Godin a rendu. Et ça se lit comme suit. Si tu vas au métro, si tu te promènes proche du métro Mont-Royal, à Montréal, tu vas le voir, c'est gravé sur le mur. Et ça se lit comme suit. 7h30 du matin, métro de Montréal. C'est plein d'immigrants. Ça se lève de bonne heure, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville batterait-il donc encore grâce à eux? Le vieux cœur rusé de la ville avec ses spasmes, ses embolies, ses souffles au cœur et tous ses défauts. Et toutes les raisons du monde qu'il aurait de s'arrêter, de renoncer. Gérald Godin, Sarzen, 1983. Tout est dans tout. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, mon ami. Passe une belle semaine. On se reparle jeudi. À jeudi.